Vous comptez parmi nous ce soir. Merci au Golf de nous permettre de bénéficier de cette salle. Ce que nous vous proposons ce soir en termes de titre d'agenda, c'est de vous présenter les éléments que nous avons collectés, qui sont aujourd'hui disponibles sur le site internet par exemple. Nous nous attachons à essayer d'être factuels au maximum. Dans cet agenda, présentation des faits, notre avis, quelques éléments de contexte. Vous aurez à la fin une session de questions-réponses. Donc un seul mot d'ordre qu'on demande aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est de rester le plus cordial possible dans les questions, parce que c'est un sujet d'actualité qui peut amener quelques tensions. Alors avant de passer la parole à Philippe, un dernier point. Avant de partir, vous penserez à rallumer vos téléphones, mais juste les rallumer en partant. Merci. Donc en effet, quelques éléments factuels. Parce que notre devise, c'est des faits, rien que des faits vérifiables et vérifiés par nous. Alors on va commencer par des faits, justement. Et derrière chacun des éléments qui vont vous être présentés, on va aller chercher, quand on juge nécessaire, les différents éléments. Donc ça commence, cette histoire commence le 6 juin 2012, avec la signature et l'approbation du schéma directeur du RER-A, dont on aura l'occasion de regarder plus en détail. Suite à cette présentation, il y a eu un comité de ligne, mais une présentation, elle est longue, hein, le STIF, il y a je ne sais pas combien de slides, là c'est juste 2 slides qu'on extrait et qu'on présente. Donc il y en a un qui est sur la 4e voie de Sergi Léo, donc un projet très très bien, au demeurant, on en parlera un peu plus loin, qui vous se demander d'ailleurs pourquoi il n'a pas été fait avant, on verra plus loin. Et puis, voilà, ici, c'est le projet qui nous concerne ce soir. Donc en synthèse, hein, ça tenait sur un slide, ce que le STIF avait présenté aux interlocuteurs pour qu'ils valident à l'époque. Hein, encore une fois, la commune n'était pas représentée, c'est bien dommage. Donc on retrouvera ça un peu plus loin, mais 10 positions, 20 positions de RER, en tranchée, couvertes ou pas, un atelier de maintenance et puis une machine à laver, comme vous avez pu voir sur le film introductif. On continue, dans l'historique. Donc il y a eu un soutien à l'agglo, un vote. Donc une motion, donc là signée par pas mal de personnes. Le 29 mai 2012, adopte la motion suivante. Et qu'est-ce que ces gens ont adopté le 29 2012? On va ouvrir l'annexe. Motion sur le schéma directeur du RER-A. Et c'est très précis. Renforcement de la branche de Cergy pour éviter de subir les conséquences des difficultés des autres branches grâce à la création de voies supplémentaires en voie de Cergy-Lelin et pour le retournement des trains. Donc c'est le premier projet, celui qui ne pose pas de problème. Et le deuxième, augmentation des capacités de stationnement et le lavage des rames. Les deux projets, les 2 slides que je vous ai présentés tout à l'heure au niveau du comité de ligne. Continue. PDUF. Plan de déplacement interurbain de l'Île-de-France, c'est ça? Plan de déplacement urbain de l'Île-de-France. Voilà. Donc ça, à nouveau signé, le 18 janvier 2013. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Expressément, on prend acte, la réalisation effective des actions décidées au schéma directeur du RER-A concernant l'amélioration des prestations de nettoyage, c'est la machine à laver, c'est pas le nettoyage de l'intérieur du train, malheureusement, la création de voies supplémentaires de garage. Alors on continue. Il y a eu une question qui a été posée au gouvernement pour savoir, y aurait-il le financement pour faire tout ça? Et donc c'est la réponse du Premier ministre, donc je pense qu'à un certain point, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a 630 millions d'euros prévus pour les travaux du RER-A. Ce n'est pas des 630 millions d'études, c'est 630 millions d'euros de réalisation. Après, une fois que tout ça, ça a été décidé, il faut donner les moyens à RFF, Réseau Ferré de France, d'étudier l'implantation de ce projet-là. Donc, vote, ici, parce que les mains souris, voilà, et la convention de financement. Là, il peut rester un petit peu, parce que c'est intéressant. Alors bon, une fiche de projet, c'est un gros document, il y a énormément de choses. Donc avec les codes d'imputation qui donnent tout ce qu'il faut pour imputer, pour l'administration, donc une subvention d'études relative au schéma de principe du schéma directeur du RER-A. Qu'est-ce qu'on leur demande d'étudier à ce niveau-là? La création de positions de garage à Cergy-le-Haut pour 10 voies avec une machine à laver.
Alors, garage à Cergy-le-Haut, hein, vu de ces gens-là, c'est des comme le terminus c'est Cergy-le-Haut, ils voient ça comme un garage à Cergy-le-Haut, mais on part bien pour dimanche. Hein. Toujours dans ce document, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il y aura une concertation, hein, au sens L300-2 du Code de l'urbanisme, hein, on en parlera un peu plus loin, et une enquête publique. Le calendrier de cette étude, 30 mois. On est déjà passé 14 mois. Ça fait 14 mois que ces gens-là étudient ce projet-là. Confidentialité, ça va vous plaire. Tous les résultats sont confidentiels tant que les parties prenantes ne sont pas d'accord pour le rendre public. Montant de l'étude, 258 000 €. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Après, on peut analyser, on peut aller plus loin, mais je pense que c'est pas la peine, ça c'est déjà intéressant. Donc, où est-ce qu'on en est là? On en est à... Il y a des gens qui étudient, qui ont les moyens financiers, on les a autorisés, et ils étudient ce qu'on va voir. Et puis, toute l'histoire, en fait, pour nous, hein, commence à ce moment-là, quand des géomètres sont venus sur la zone, poser des bornes à différents endroits, ici. Voilà. Bornes qu'on a géolocalisées avec nos smartphones. Quand on prend une photo, c'est pas mal, ça géolocalise. Il y a des clics à ça, ça donne ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à ce niveau-là? Il existe une étude portant sur l'analyse de l'étude de l'implantation d'un garage de RER de 10 à 20 voies, d'une machine à laver et d'un atelier de maintenance. Alors vous avez vu, il parlait de 10 voies et un garage et une machine à laver. Moi je vous dis 10 à 20 voies, une machine à laver et un atelier de maintenance. On y reviendra un peu plus loin derrière, parce qu'en fait c'est bien le périmètre complet qui est en train d'étudier. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Marc. On va passer assez vite, parce que le passé est le passé et rien ne sert de remuer, mais ça permet de comprendre un certain nombre de choses qui nous amènent aujourd'hui à être ensemble. Philippe vient d'en parler, l'action des géomètres. Pendant tout le mois de décembre, un certain nombre d'acteurs, qui n'existent pas encore en tant que hérissons, donc des citoyens, collectent des informations, les partagent, les assemblent avec les ASL, pour créer, on essaye de partager ces informations, donc on crée avec les moyens qui existent aujourd'hui, Facebook et Internet, un certain nombre de lieux de partage. On réalise un premier tractage, on crée l'association, donc aujourd'hui vous avez vu le bureau tout à l'heure, les 9 membres, avec le support de citoyens pour collecter des informations. On a l'opportunité de rencontrer Madame le maire, avec qui on établit les faits. On n'était pas en phase, on n'est pas toujours d'ailleurs, mais on a des moyens différents, on a des actions différentes, il n'empêche qu'on discute. On a rencontré d'autres acteurs, comme VO Environnement, pour présenter les informations. On essaye de publier ça, de le rendre visible, parce qu'on s'inscrit quand même quelque part dans une sorte de rapport de force, sans lequel nous n'aurons pas les moyens d'agir, et vous êtes là ce soir pour créer cette dynamique, pour nous permettre d'être entendus, de continuer l'effort. La mairie avait écrit à un certain nombre d'acteurs pour se positionner, nous en faisons de même puisque nous avons d'autres moyens, nous cherchons d'autres éléments. Donc nous avons écrit à RFF, au STIF, à la communauté d'agglo, et en particulier nous demandons la levée de la confidentialité sur l'étude dont parlait Philippe tout à l'heure. L'objectif étant encore une fois de comprendre ce qui est en train de se monter et de pouvoir accéder aux informations. Faisons un deuxième tractage pour lequel aujourd'hui, une nouvelle fois, vous êtes avec nous. Nous avons aussi agi et rencontré l'opposition pour lui permettre de se positionner et de donner son avis. Cette semaine, suite aux actions initiées avec la mairie notamment, nous avons eu l'occasion de discuter avec RFF directement, en tête-à-tête, au téléphone. Nous en parlerons tout à l'heure au travers de la compréhension que nous avons de la situation et nous continuons nos efforts de communication. Et nous avons ce soir cette réunion. Donc aujourd'hui nous sommes 9 personnes, nous nous sommes présentés tout à l'heure avec les 3 présidents, secrétaires, trésoriers. On se veut apolitique. Notre volonté est la suivante. Il est évident que le projet ne va pas se faire en 2014. Les échéances à court terme sont des échéances qui nous donnent une certaine visibilité, certes, mais le projet, et on le verra tout à l'heure, va s'échelonner entre maintenant et quelque part en 2020, plus ou moins un an. Et quelle que soit la municipalité qui sera élue, il faudra qu'on agisse ensemble. Donc c'est pas en se mettant à dos les uns ou les autres que ça va chercher à régler quoi que ce soit. Par contre, c'est ensemble, et c'est l'objet de ce soir, qu'il faut qu'on se dynamise et qu'on agisse pour influer autant qu'on peut sur les enjeux et les moyens qui sont mis en œuvre dans ce projet. Donc quelques éléments de référence.
On a un certain nombre de moyens de consulter Facebook pour voir qui on est, qui nous consulte et qui vient chez nous. N'hésitez pas, vous avez un certain nombre d'informations à la fin tout à l'heure pour vous inscrire au newsletter et avoir accès aux informations. Où est-ce qu'on en est? Alors, les citoyens nous ont alertés, hein, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est relayé et exploité par la RSO. Et la visibilité qui est donnée aujourd'hui, les échanges qui ont lieu, on les a portés et on l'a donc alerté. Ce projet est donc aujourd'hui connu, il est sorti du bois, je dirais. On n'est plus en train de dire ça n'existe pas, ça ne se fera pas. Les faits sont là, on en a parlé, on va vous les présenter tout à l'heure. C'est donc très important pour l'ensemble de la population de Courdimanche. Et même attenante, hein, Vauréal peut être concerné, Cergy. Les acteurs politiques se sont positionnés, ont pris des positions, je suis désolé d'insister. Il faut les relayer maintenant dans les faits, on verra ce que ça donne. On a pu discuter avec RFF, qui est un acteur, ce n'est pas un décideur sur la pérennité du projet, sur le fait de pouvoir le faire ou pas le faire. Ils sont là pour l'exécuter. Donc aujourd'hui, et vous êtes là pour en témoigner, on a mis en place un certain nombre de choses, et c'est avec vous que ces choses-là pourront influer sur l'impact de ce projet sur la population de Courdimanche. Alors, désolé, ça va peut-être être un peu technique, mais c'est important, on est obligé d'en passer par là, puisqu'en fait, dans ce sujet, la Bible, à ce moment qu'on a entre les mains, c'est le schéma directeur, et nous avons pris pas mal de temps, collectivement, à l'analyser, et on va vous présenter ici le résultat de cette analyse. Alors, première chose, je pense que vous l'avez compris au début, quand on s'est présenté, on est tous usagers du RER A, moi je l'ai été pendant 2 ans, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des problèmes sur ce RER A, et on est tous d'accord qu'il faut régler ces problèmes-là. Alors, la situation actuelle décrite par le STIF, à Cergy-le-Haut, c'est le STIF qui l'écrit. 2 problèmes. Un problème de retournement. Alors, qu'est-ce qui est dit sur le problème de retournement ? Alors, le retournement, c'est ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit donc à Cergy-le-Haut, il y a des problèmes de retournement. On a étudié, parce que c'est un terminus délicat par rapport au retournement, on a étudié différents scénarios, et en fait, il y a une solution, c'est de faire la fameuse 4e voie. Le projet dont on a parlé tout à l'heure rapidement, hein, très rapidement, hein, donc qui consiste à ouvrir le 4e quai qu'il y a dans la gare de Cergy-le-Haut pour ceux qui prennent le RER, et puis en amont de celui-là, de faire une 3e voie. Ça permettra d'éviter aux trains, parce qu'à l'heure actuelle, leur problème, c'est que les trains, ils coupent. On est obligé d'arrêter le trafic pour qu'un train aille sur une autre voie. Donc là, avec 3 voies, ils pourront plus facilement, les 4 quais, ils pourront plus facilement gérer un retournement. Premier problème. Hein. Deuxième problème, on parle d'un problème de garage. C'est là que c'est intéressant, si je peux me permettre. Et on va prendre un tout petit peu de temps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'à l'heure actuelle, 3 rames doubles, leur garage actuel, plus 3 rames doubles qui sont stationnées à quai, bon, sachant qu'ils n'ont pas, en théorie, pas le droit de stationner là, mais donc à l'heure actuelle, c'est ce qu'ils font. Et comme ils n'ont pas assez de trains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font monter 5 trains à vide depuis HR, le matin et le soir. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire que le problème de garage à Cergy-le-Haut, c'est 5 trains le matin et le soir. C'est de nous dire que, vous comprenez, messieurs, c'est dommage, il faut qu'on fasse monter 5 trains. On comprend que ça puisse en être embêtant, mais on parle de 5 trains. Continuons. Le premier problème, celui des retournements, comme on l'a dit, il va être réglé par ce 4e quai mis en service à la gare de Cergy-le-Haut. C'est même écrit dans le document cas par cas, écrit que, en fait, pourquoi il faut faire ce projet? Parce que ça va régler le problème de retournement. Alors, on est dans une société d'indicateurs, on mesure les choses avec des indicateurs, le STIF aussi. Le STIF communique avec ses usagers, avec ses clients et maîtres d'œuvre par rapport à des indicateurs, et il existe 2 indicateurs. Indicateur trafic, indicateur régularité. C'est moi qui les ai appelés comme ça, c'est plus court sur le slide, dans les documents c'est plus compliqué. Mais simplement, c'est quoi l'indicateur de trafic? C'est le ratio entre le nombre maximum de trains qui peuvent circuler sur une ligne par rapport au nombre de trains qui circulent réellement.
Donc quand on est à 100%, c'est-à-dire qu'on est au maximum théorique de ce qu'une ligne peut délivrer. Et bien sûr, on ne peut jamais être à 100%. Il y a toujours des incertitudes, des trucs qu'il faut prendre. Que nous dit l'autre indicateur? Donc c'est le retard moyen en heure de pointe, gare à gare. Alors, le STIF lui-même, on va ouvrir la page, il nous dit, et vous le savez tous, que la ligne est saturée. Et là c'est intéressant. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que suivant les sens montants et descendants, le maximum atteignable c'est 27-26, vu l'état de la ligne et tout ça, les conditions, etc. On ne pourra pas aller au-delà de 27-26. Et qu'à l'heure actuelle, là, on est dans les meilleurs des cas, on est à 27 et 27,3, et des fois ça chute à 20,8, à 23,1. Et pourquoi ça chute? À cause de conflits sociaux ou à cause d'aléas des journées d'exploitation. D'accord? Il n'y a pas de garage. Hein. Parce que je vais mettre un garage que je vais pouvoir régler les conflits sociaux ou les problèmes d'aléas. Donc en quoi, on pose la question, le projet de garage améliorera-t-il l'indicateur trafic? Je vous laisse déduire la réponse que l'on pense. Indicateur retard, il est encore plus intéressant celui-là. On va aller l'ouvrir. Bien qu'il soit synthétisé sur le slide. Ça dit quoi? Ça dit que donc c'est mesuré à Nanterre. Les trains qui viennent de Saint-Germain-en-Laye, ils ont 1 minute et demie de retard en moyenne. Les trains qui viennent de Cergy ou de Poissy ont 1 minute de plus, donc 2,5 minutes. Que je sache, à Poissy, il n'y a pas de problème de garage. Donc mettre un garage à Cergy-le-Haut ne va pas changer et ne va pas nous faire passer de 2,5 à 1,5. On aimerait tous passer de 2,5 à 1,5, c'est énorme comme gain. Mais c'est pas en mettant un garage, parce que de toute façon la ligne est saturée. C'est pas parce qu'on va garer des garages et parquer des RER en plus en bout de ligne qu'on va pouvoir en faire passer plus dans le tuyau. Le tuyau est saturé. Donc de toute façon, ça n'améliorera pas cet aspect-là. Alors, bon, je vous l'ai dit, hein, l'analyse du STIF, c'est le document, c'est le document qu'on est en entrée pour juger la valeur de ce projet, ça nous dit que, grosso modo, notre problème de garage, il se résume à faire monter 5 trains le matin et le soir. Un autre élément qui est indiqué dans le schéma directeur, c'est qu'ils analysent les causes majeures de retard, et une des causes majeures, c'est le problème de la convergence à Nanterre, avec des trains qui se croisent, qui font que quand il y en a un qui a un retard, le retard se propage sur tout le réseau, et les trains arrivent en retard à Cergy. Ça ne va rien changer, notre histoire de garage. Alors là aussi, c'est intéressant. Ça va peut-être vous faire bondir. Alors, parce qu'il y a un paragraphe, tout un chapitre dans le schéma directeur sur les garages. Les problèmes des garages. Alors, où est-ce qu'elle est ma souris? Torcy. Alors, on y va, Torcy. Un problème aigu à Torcy. Ça, c'est la page suivante. Un problème comparable à la Varenne et à Boissy-Saint-Léger. Donc, ces trois-là, c'est aigu. Et on parle dans ce paragraphe de Cergy, peuvent se présenter. Donc il peut y avoir des problèmes. On parle des retournements aussi, mais les retournements, on a vu qu'ils vont être gérés par la quatrième voie. Mais on est en train de nous dire qu'il peut y avoir des problèmes. Ce n'est pas un problème aigu. On ne nie pas qu'il n'y ait pas de problème de garage. Enfin, on voit bien, normalement, une ligne de terminus, en bout, elle a un garage. Mais ils arrivent à fonctionner. Ils font monter 5 trains, ça perturbe un peu, ça peut améliorer, mais on a des choses qui sont marginales. À la lecture de ce document-là, ce qu'on trouve comme justification, c'est des améliorations qui sont très marginales. On parle de machine à laver. Ah, la machine à laver, c'est ça, la RER. C'est une machine à laver extérieure, comme vous avez vu sur le film. On ne parle pas de nettoyer l'intérieur. L'intérieur, on peut le nettoyer ailleurs. Là, c'est la machine à laver de l'extérieur. Ça n'impacte pas le confort des usagers et ça n'impactera pas la performance de la ligne. Tous qui prenons le avant-prix ou prenons le RER, on le sait tous, le problème, il n'est pas là. Si on veut vraiment régler et faire avancer le sujet, c'est l'interconnexion à Nanterre, SNCF, RATP. Et l'autre problème qui est insoluble, c'est le tronçon central dans Paris, où
là, on peut faire passer qu'un certain nombre de trains et on ne peut pas en rajouter de lignes complémentaires. Donc, en conclusion, nous avons de sérieuses interrogations sur le bienfait du projet au regard des bénéfices attendus. Alors, c'est mon dernier slide. C'est juste pour avoir une idée de l'implantation physique. Donc ça, c'est issu dans le schéma directeur. C'est un schéma de principe, qui permet juste de positionner, enfin d'avoir une idée, pas de positionner, d'avoir une idée des travaux qui vont être réalisés. Donc ça, c'est la gare qui est ici, donc la fameuse 4e voie. Et là, donc c'est les 5 ou 6 voies pour garer de 10 à 20 trains, la machine à laver qui est ici, et l'atelier de maintenance qui est ici. La zone concernée, c'est celle-ci. Et ça, c'est confirmé par RFF. On les a eus cette semaine. Ils nous ont dit, je m'ouvre les guillemets, et je cite, « Oui, votre emprise est bonne. Il y a un peu beaucoup de trains, mais elle est bonne. » J'ai laissé la place à mon cher ami Nicolas. Donc après avoir présenté le projet, on va s'intéresser au terrain qui est censé l'abriter. Donc ce terrain, on va faire un petit peu d'historique, il est issu d'un aménagement. Donc comme vous le savez, nous habitons tous une zone qui a été aménagée par l'État dans le cadre de l'établissement des villes nouvelles. Et dans sa grande sagesse, l'aménageur, au milieu des lotissements, il a laissé la place à un terrain afin qu'on puisse prolonger la ligne de RER qui s'arrêtait à l'époque à Saint-Christophe et qui a été prolongée jusqu'à Cergy. L'idée, c'était de permettre de prolonger la desserte de l'agglomération via ce terrain donc, qui fait une quarantaine de mètres de long. L'idée, c'est d'avoir juste la place de mettre en tranchée 2 voies, une pour aller, une pour revenir, et pour faire ce qu'on appelait la boucle de Neuville à l'époque. Depuis, le projet a été abandonné, mais on a toujours, dans nos cahiers des charges, comme vous le savez, la mention de ce projet. Néanmoins, ces mentions étaient très limitatives, puisqu'il s'agissait donc d'une desserte et d'une seule voie, et avec la mention, de plus dans le cahier des charges de la SLG, du fait qu'il s'agissait d'une voie ferroviaire de catégorie 1, c'est-à-dire une voie d'exploitation à des fins de transport de voyageurs, et non pas de garage. Donc le projet a depuis été abandonné, et donc on s'est retrouvé avec une servitude qui était sans objet immédiat, en tout cas pour ceux qui ont acheté à l'époque. Alors depuis cette servitude, il y a un débat pour savoir si elle est encore en vigueur. En effet, la commune de Courdimanche, en 2008, a souhaité remettre dans le droit commun les terrains en question. Donc pour ce faire, elle a pris un arrêté qui, dans ses considérants, indique clairement qu'elle souhaite remettre dans le droit commun les différentes zones qui étaient concernées par les ZAC. Et pour ce faire, elle a redimensionné les ZAC en excluant le terrain de ce redimensionnement. Donc aujourd'hui, on ne sait pas bien si les considérants sont justifiés sur le plan juridique, mais en tout cas, la volonté de la commune, c'était de remettre dans le droit commun cette zone. Donc, cette emprise SNCF, elle a existé. Aujourd'hui, juridiquement, il y a quand même une question de savoir si elle existe encore. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le PLU, la zone est à préserver inconstructible. Et au niveau du SCOT, c'est un espace naturel dit ouvert à préserver. Donc si on regarde le PLU, les hachures, ça veut dire inconstructible, ça concerne tout le golfe plus ce terrain. Donc ça c'est pour le PLU. Ensuite au niveau du SCOT, c'est un petit peu plus bavard. On peut voir de façon très claire que ce terrain est mis en valeur par le SCOT en tant qu'espace naturel. Donc, il s'agit de documents d'urbanisme de droit commun qui s'appliquent donc à ce terrain, sachant que les servitudes et l'aménagement initial semblent avoir été rendus caducs par les arrêtés de la municipalité. Dans tous les cas, il faut savoir que ce projet, qui est un projet d'intérêt général, donnera le pouvoir au préfet d'enjoindre au maire de modifier son PLU et à la communauté d'agglomération de modifier son SCOT. Mais en tout cas, par rapport au fait, à l'argument qui consiste à dire il y a une emprise SNCF, tout le monde le sait, c'est vrai, ça a existé, elle a vécu, le projet initial a été abandonné, en aucun cas cette emprise ne devait abriter des garages dans la proportion qui nous est proposée et avec une proximité extrême avec les maisons des riverains, puisque 38 mètres dans la partie la plus étroite, c'est ce qu'il faut pour mettre 5 à 6 voies, une desserte tiers plus 3 quais.
Donc là, on est vraiment sur un projet qui va bourrer à craquer ce terrain, alors même que, comme je vous l'ai dit, ce terrain n'a pas été conçu pour ce faire. L'aménageur, s'il avait voulu installer un terminus sur ce terrain, initialement, il n'aurait pas construit tous ces lotissements, il aurait disposé les choses différemment. Donc on est sur du bricolage foncier, qui est issu du fait qu'on a abandonné un projet, on n'a pas poursuivi la ligne plus loin pour installer le terminus à son endroit normal, qui devait être probablement situé vers Jouy-le-Moutier, dans le cadre de la boucle de Neuville. Et donc on se retrouve avec un espèce de bricolage ferroviaire qui consiste à bourrer à craquer un terrain qui a été prévu uniquement pour faire passer 2 voies en tranchée. Donc le projet, ce qui le qualifie, c'est qu'il est excessif. On n'est pas juste sur le fait d'améliorer le RER au bon endroit, on est sur du bricolage au mauvais endroit, et c'est l'aménageur lui-même qui l'a démontré, puisque l'aménageur n'avait prévu que 2 voies. Donc cet emplacement, outre qu'il n'est pas adapté, le choix de cet emplacement montre une certaine déloyauté vis-à-vis des habitants de Courdimanche. On vient tous, pour certains on vient d'assez loin, on a été attiré ici par le cadre, le fait que ce soit un endroit tranquille, avec une bonne desserte de transport et un cadre bucolique, dirons-nous, et on se retrouve avec ce projet qui est tout à fait en contradiction totale avec ce que l'on est venu chercher à Courdimanche. Quand on a acheté, pour certains d'entre nous, on s'est renseigné, bien sûr ça n'a pas de valeur contractuelle, mais quand on s'est renseigné, on nous a expliqué que le projet avait été abandonné, que la zone est restée inconstructible et que le terrain appartient à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc ça c'est un point important, c'est-à-dire que les pouvoirs publics n'ont pas souhaité conserver ce terrain dans le giron de la SNCF et de RFF quand le projet a été abandonné. L'EPA, l'établissement public qui a géré l'aménagement de la zone, a rétrocédé ce terrain à la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, ce terrain, c'est pour ça que dans le schéma directeur, il est fait mention d'acquisition foncière, ce terrain doit être acquis par RFF auprès de l'agglomération pour pouvoir faire le projet. En résumé, ce que l'on va devoir assister à une chose assez paradoxale, c'est à la cession du terrain par la communauté d'agglomération à RFF pour réaliser le projet. Donc ça veut dire qu'il y aura un moment dans la vie publique de l'agglomération où on va littéralement vendre ce terrain et vendre notre cadre de vie avec RFF. Donc ça, c'est quelque chose qui va se produire. C'est comme ça que ça va se passer sur ce terrain. Pour mettre les garages de la SNCF, il faudra le vote de l'agglomération. Donc on vous a expliqué que le schéma directeur fournissait des explications un peu légères. Alors, on a voulu chercher un petit peu plus loin. Y a-t-il d'autres raisons que celles qui vous ont été expliquées tout de suite? Parce qu'il nous semble effectivement que ces raisons sont un peu légères. Alors on a trouvé une autre hypothèse. Cette hypothèse, elle est liée au projet du Grand Paris, dont vous avez sans doute entendu parler. Bon, c'est un projet qui n'est pas encore complètement abouti, évidemment. Mais quand on creuse un petit peu dans ce projet, on trouve une destination nouvelle à la zone d'Achères. Dans le cadre de la nouvelle ligne Paris-Normandie, dans le cadre du désenclavement de Paris, etc., il y a un projet de positionner sur Achères une nouvelle gare. Et cette nouvelle gare a besoin de place pour pouvoir être installée. Et donc, l'hypothèse que l'on fait, c'est qu'effectivement, ayant besoin de place sur Achères, il faut trouver d'autres emplacements pour garer les RER qui aujourd'hui sont garés et stockés à Achères. Donc on n'est une nouvelle fois pas sur un aspect amélioration du service pour les usagers du RER-A, on est sur trouver des solutions pour positionner des RER qu'on ne saurait plus mettre à Achères. Et là ça nous fait un tout petit peu peur, ou même encore plus peur que le premier projet qu'on vous propose, parce qu'on se dit s'il n'y a plus de place du tout à Achères pour nos rames de RER, les 10 positions étudiées actuellement, voire les 20, on se dit ça va peut-être continuer, parce qu'il faudra positionner tous les RER de la ligne qui sont aujourd'hui sur Achères sur notre commune. Si un projet est démarré sur notre commune, on ne sait pas où ça va s'arrêter.
Alors, on vient de voir les investigations que nous avons menées, on a un peu mieux compris ce qu'est ce projet. Nous allons maintenant voir quel pourrait être l'impact de ce projet sur le patrimoine foncier des habitants de Courdimanche. Alors, je pense qu'il semble à peu près évident pour tout le monde qu'un tel projet aura un impact sur le foncier de nos habitations. La question c'est lequel, comment, combien. Alors un des membres de l'association est allé voir des agences immobilières sur le secteur pour avoir une idée de l'impact que pourrait avoir un tel projet sur le foncier de nos maisons. Alors malheureusement l'impact est fort, l'impact est très fort. Alors même si c'est difficile pour un agent immobilier de donner une estimation, parce que bon, le projet il est encore qu'en ébauche, il n'existe pas, on s'en peut s'en faire qu'une idée. Mais par analogie, avec des situations connues par ailleurs, on peut imaginer une baisse de l'ordre à 20-25%, peut-être plus, pour le premier réno de maisons, c'est-à-dire presque une centaine de maisons. Alors la question qui suit et qu'on se pose, c'est quid du reste de la commune? Tout le monde comprendra aisément que lorsqu'il y a une chute aussi brutale dans un milieu urbain, cela entraîne par ricochet une onde de choc qui se propage et qui entraîne à la baisse tout le foncier avoisinant, tel une goutte d'eau qui tombe avec l'onde de choc qui s'étend. Et en fait, quand on regarde un peu mieux la zone, on s'aperçoit que ce projet est central dans la commune en termes d'implantation. En effet, si on prend les bordures extérieures de ce projet, dans la zone où RFF est en train d'étudier l'implantation du garage, on s'aperçoit que tout le monde est très proche. La partie la plus éloignée du village est à 1 km, si on fait le même raisonnement pour les croisettes, l'extrémité ouest des croisettes est à 900 mètres du projet. Pour le bassin de la Louvière, on est à 250 mètres. Et puis si on prend le milieu de la rue du fief à Cavan, on est à 450 mètres. Donc en fait, ce projet, il est au cœur de la zone urbanisée, il est au milieu, et nous sommes tous à proximité. Et cela, cette onde de choc, elle va se propager un peu partout. Alors combien? C'est difficile à dire. 3, 4, 5, 6, 7, 10%? On ne sait pas dire, mais il y aura, c'est certain, une baisse pour tous, au niveau du foncier de Courdimanche et pour la partie de Vauréal qui est à proximité de la zone. Alors, pour illustrer ça, on peut prendre l'image suivante. On voit qu'à un endroit, il y a une baisse massive, et que cette baisse massive entraîne sur les points avoisinants une baisse qui est un peu moindre, mais après qui se répercute sur le voisin, encore sur le voisin, à chaque fois avec une atténuation, mais il y a toute une zone qui est impactée. Et quand on voit ce que j'ai dit juste avant sur le fait qu'on est pour la partie la plus éloignée à 1 km de cette zone-là, on peut penser que même ces habitations à 1 km de la zone auront un préjudice sur le foncier quand ce projet se réalisera. Alors maintenant aussi, autre chose intéressante à intégrer, c'est que quelle image allons-nous donner, vue du ciel, à des futurs acquéreurs qui voudraient venir sur la zone? Alors tout le monde sait que de nos jours, quand un acquéreur cherche à acheter un bien dans une zone qu'il ne connaît pas, la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde vue du ciel, ce que ça donne, vue de Google Earth. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va zoomer sur Google Earth, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une grande cicatrice béante au beau milieu de la commune, et ça va le refroidir, et il va aller chercher un peu plus loin. Quand vous partez en vacances, je ne sais pas ce que vous faites, mais pas mal de gens, je sais que quand en vacances, avant de choisir le lieu, ils regardent quelle est la tête du lieu vue du ciel. C'est pareil. Quand on achète, quand on ne connaît pas la zone, on commence par regarder vue du ciel. Après, on regarde un peu sur Internet si c'est calme, qu'est-ce qui se dit, etc. Et puis après, on va visiter. Mais on commence à faire un tri déjà depuis son canapé, sur son ordinateur, et on regarde avec Google Earth et Google ce que ça donne. Et bien là, on va voir une belle cicatrice béante qui va en refroidir plus d'un. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire sur la dégradation du patrimoine foncier de Courdimanche, ce projet aura un impact négatif, encore difficile à qualifier, mais il aura un impact, c'est absolument certain. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Carole, qui va nous parler de l'identité de Courdimanche. Le slogan de la ville de Courdimanche, en fait, aujourd'hui, c'est la ville à la campagne, les portes du Vexin. En réfléchissant à ce que j'allais dire sur ces diapositives, en fait, j'ai trouvé un autre slogan dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Bon, on a aujourd'hui donc ce site naturel, comme je le disais, qui comprend le golfe et qui serait donc
dégradée. Et donc la zone dont il est question aujourd'hui, elle est donc dédiée à l'éco-pâturage. On a vu le film sur les moutons, la biodiversité. C'est aussi une zone qui est utilisée, comme vous le savez, pour la plaine de jeux. Donc aujourd'hui, c'est une possibilité l'été d'avoir les centres de loisirs qui viennent, qu'il y ait des activités pour les enfants, pour toutes les maisons qui sont autour de cette zone-là, mais pas seulement, aussi pour les gens des immeubles. Je me souviens d'avoir entendu des gens qui disaient que même si on est à Courdimanche dans des immeubles, c'est sympa d'avoir les moutons qui sont là l'été et ça permet que les enfants voient quelque chose de, comment dire, vraiment une idée de la campagne, bien qu'on soit en ville. Alors, il faut savoir aussi en fait que des RER qui sont garés, alors on pourrait se dire, bon, il y a des RER qui sont garés la nuit, pas de bruit, a priori. Alors, en fait, on a un de nos membres du bureau, qui est, non, deux d'ailleurs, qui sont riverains des garages actuels, puisqu'aujourd'hui on a 2 à 3 rames qui sont garées toutes les nuits. Il faut savoir qu'avec les nouveaux trains à 2 étages, sur ces trains-là, en fait, ils ne les arrêtent pas. Ils les laissent tourner toute la nuit, ils font des tests dessus, et donc ça bourdonne, ça émet des vibrations, ce qui fait que les gens qui habitent à côté aujourd'hui, l'été, ne peuvent pas dormir fenêtre ouverte, parce que c'est trop bruyant, alors qu'il n'y a que 2 ou 3 rames. Donc on imagine le bruit que pourront faire 10 à 20 rames, et peut-être que ça ne gênera pas que les maisons qui seront juste à côté de la zone. Bon, alors, catastrophe écologique, ça peut paraître peut-être un peu excessif ou grandiloquent, mais franchement pour nous, ça a été vraiment une catastrophe quand on a appris la nouvelle. Ça nous est vraiment tombé sur la tête. Donc, on a réfléchi à tous les inconvénients et tous les arguments qu'on pourrait donner pour nous défendre en fait face à ce projet-là. On a trouvé par exemple que tout près du terrain, on a les puits de forage des nappes phréatiques qui pompent l'eau douce. Ils sont situés en fait vraiment juste à côté du terrain. Et on sait aussi, donc moi ça fait 22 ans que j'habite ici, j'étais là pendant la canicule, je pense que beaucoup d'entre vous ont eu des maisons qui ont été très fortement impactées à cause des problèmes de rétractation, dilatation de l'argile et du fait que les fondations des maisons n'avaient pas été prévues au départ suffisamment profondes pour éviter que les maisons ne craquent. Donc, les gens qui ont eu des maisons très impactées savent qu'ils ont passé des années dans l'incertitude de savoir s'ils allaient pouvoir être financés ou pas pour réparer leur maison. Finalement, ça avait été pris en charge comme des catastrophes naturelles. Que sur ce terrain-là, on est en aléa moyen, donc en zone orange par rapport au risque de dilatation, rétractation de l'argile. Les personnes qui habitent par là, on sait que les maisons portent encore les traces de ce qui s'est passé pendant la canicule. Et alors, si on vient nous creuser une tranchée à cet endroit-là, une énorme tranchée pour accueillir les trains, on a ici la colline, qu'est-ce qui nous dit que le terrain ne va pas bouger et qu'on ne va pas avoir un impact sur nos maisons? Alors, bon, on a la proximité aussi avec la zone des grands jardins. Les grands jardins ont vu en fait aujourd'hui sur un espace vert et donc demain ont vu sur un garage de RER. On parle aussi rapidement de la biodiversité, on en parlait dans le film en fait, des papillons, on a aussi des hérons qui viennent voler au-dessus du terrain, qui vont au bassin de la Louvière parfois, et puis enfin il y a la possibilité d'avoir un risque industriel qui va être lié à peut-être la présence d'un atelier, donc si on nous met en place un atelier de maintenance, quels vont être les risques, vu que nos maisons seront juste à côté? Est-ce qu'il y aura un risque de pollution des nappes phréatiques? Qui me fait penser donc à ce slogan dont je vous parlais, que j'ai imaginé hier, qui serait à Courdimanche, l'eau a un drôle de goût, mais les RER sont propres. Dans le cahier des charges des habitations, en fait, lorsque les lotissements ont été construits, les promoteurs ne devaient pas construire de maisons à moins de 20 mètres de la ligne de crête du talus SNCF. Donc encore une fois, par rapport à notre nature de sol, on peut encore émettre des inquiétudes. En plus, sur ce terrain-là, on a une rivière intermittente. En fait, il y a un fossé qui sert à l'écoulement des eaux de pluie. Donc, on peut avoir aussi une inquiétude par rapport à une inondation du site, sachant que, par exemple, je sais que quand ils ont construit le parking du Nautilus à Cergy-le-Haut, il y a eu un gros retard, en fait, sur la mise à disposition du parking parce qu'il y avait des fortes inondations. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je crois que c'était lié à un problème de rivière souterraine qui faisait que l'eau allait remplir en fait, le terrain, et ils ont dû trouver une solution. Donc,
bon, alors, je ne veux pas non plus être complètement alarmiste, mais si on avait un problème d'inondation sur ce terrain-là, encore une fois, quel serait le devenir des maisons qui sont juste à côté? Ensuite, on peut se poser la question de l'accessibilité au chantier. Donc aujourd'hui, pour accéder au terrain, les bulldozers et les camions qui vont venir creuser et puis charrier des mètres cubes et des mètres cubes de terre pendant plusieurs mois vont passer par la rue Vieille-Saint-Martin, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la route. Est-ce qu'il serait nécessaire de prévoir un autre accès? Alors, pour le moment, il n'existe pas d'autre accès que la rue Vieille-Saint-Martin. Quand on regarde la vue satellite, on peut émettre des hypothèses, mais est-ce qu'il pourrait passer par d'autres voies entre des maisons ou à travers le golfe? On peut se poser la question. Voilà, donc par rapport à tous les faits qu'on a récoltés, par rapport à toutes nos incertitudes, nos questionnements et à toutes nos inquiétudes, nous avons donc levé une forte opposition. Donc le patrimoine foncier, j'en ai déjà parlé. Et donc voilà, en fait, notre but à nous, c'est quoi en fait, les hérissons? C'est de nous rassembler, parce qu'on pense qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul, de vous informer au maximum, et aussi, par tous les moyens, d'essayer de retarder, d'entraver au maximum ce projet, et surtout de nous faire entendre au niveau des différentes instances et des différents comités en fait, qui jalonnent ce projet. Alors, il faut savoir qu'évidemment, face à nous, on a quand même une lutte du pot de terre contre le pot de fer, puisque les politiques, afin de plaire à leurs électeurs qui prennent le RER et qui n'en peuvent plus de ces problèmes de RER, et donc les politiques en fait font pression sur le STIF, sur la SNCF, sur la RATP pour qu'ils mettent en œuvre le schéma directeur qui avait été proposé, la communauté d'agglomération aussi. Ce qui fait qu'avec toute cette pression-là, on a, même si le coût de ce projet qui aujourd'hui, donc a priori, serait de 74 millions d'euros, ça peut paraître énorme, mais même si ce coût est assez important, on a un risque en fait que ça se réalise rapidement, puisque l'horizon, donc, c'est 2019-2020. RFF a souhaité nous contacter en direct et on a donc eu un échange avec eux d'à peu près 2 heures cette semaine, dans l'objectif de comprendre où on était. Il en ressort 3 choses principales. La première, c'est que, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, la mission d'RFF n'est pas de discuter si on fait ou pas. La mission de RFF, c'est d'organiser comment ça se fait. Donc ça porte sur 2 sujets. Le premier, c'est le quoi. Quand je parle du quoi, c'est combien de rames, la station de lavage, l'atelier, où est-ce que je les mets, comment j'organise cela. Et la deuxième chose, c'est le comment. Par le comment, c'est est-ce que je couvre, est-ce que je fais ça en trachée ouverte, est-ce que je les organise comme ceci, est-ce que je mets les voies de desserte à l'intérieur, comment j'organise. Donc ce sont les 2 sujets qui préoccupent aujourd'hui RFF. Je te coupe juste un truc qui me paraît important, c'est que même si vous avez vu dans le schéma directeur qu'ils étudiaient 10 rames et puis une machine à laver, en fait ils étudient tout ça. 10 à 20 rames, machine à laver, atelier de maintenance. Parce que les besoins qui leur sont remontés par l'exploitant, c'est j'ai besoin de machine à laver, j'ai besoin d'atelier de maintenance. En fait, j'ai besoin, au bout de la ligne du RER-A, de ce qu'on a au bout de toutes les lignes, un parking de RER avec tous les moyens qui vont avec. Et la balance qu'ils ont à trouver, le trade-off comme on dit en anglais, c'est si je mets une machine à laver et un atelier de maintenance, je mets moins de rames. Parce que l'emprise, ils vont rester dans l'emprise. Ça, on est à peu près certain de ce qu'ils nous ont dit. Donc, quand on dit c'est juste 10, c'est faux. Le périmètre étudié, c'est celui-ci, mais il y aura des choix, des arbitrages financiers, besoins, etc. Mais le périmètre de l'étude, c'est bien l'ensemble de ces éléments-là. La deuxième chose qui a été présentée en introduction aussi, c'est aujourd'hui HR est saturé. La mission d'HR, c'est du fret, redonner à HR le moyen de traiter le fret, et donc plus de s'occuper d'autres choses. Et le deuxième enjeu auquel ils sont confrontés. Donc aujourd'hui, ce que cherche RFF, c'est comment je fais, qu'est-ce que j'y mets, de façon à rétablir cet équilibre et à optimiser mes problèmes d'exploitation. Donc il faudra, et c'est aussi un des enjeux qui nous occupe aujourd'hui, pouvoir travailler avec les acteurs que nous avons aujourd'hui, RFF, la mairie, c'est très bien, et on continuera là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'il faut monter d'un niveau. Il faut pouvoir aller accéder à ceux qui sont les vrais décideurs. La SNCF, le STIF, la communauté d'agglo. Aujourd'hui, on n'y est pas. Et c'est ensemble qu'on pourra peut-être y arriver. Le financement, quand on a posé la question sur « oui mais c'est cher, aujourd'hui vous présentez un projet, vous avez 74 millions d'euros globalement dans l'enveloppe,
tout ce qu'on vient d'évoquer ce soir aura un impact sur les coûts. Mais à la question, est-ce que ça peut annuler le projet? La réponse a été relativement claire. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Ça peut lisser dans le temps les finances, et ça n'annulera pas le projet. Aujourd'hui, comme je l'évoquais, on a l'opportunité de travailler avec eux sur un sujet qui est la concertation. Globalement, le macro-planning, tel qu'on leur a posé la question, ils nous ont donné quelques éléments et on les confirmera le 27. Mais le macro-planning est le suivant. Aux alentours du mois de juin, ils vont lancer une concertation à l'issue de laquelle ils vont valider les options du projet. Donc ça donne quelque chose en octobre, donc 2014. Début 2015, enquête publique. Et là, j'insiste sur ces deux aspects, la concertation et l'enquête publique. Dans la concertation, ce qu'on peut faire aujourd'hui, et sur lequel, encore une fois, l'ensemble des acteurs présents ce soir, de tous bords, de tout horizon, peut nous permettre d'orienter et de travailler avec eux, nous comme d'autres, hein, on ne prétend pas avoir l'exclusivité sur le sujet, loin de là, mais de porter des choses sur la concertation, peut prendre plusieurs formes, s'adresser sur plusieurs objets. Et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que ça peut porter sur l'intérêt du projet, sur l'implémentation du projet, le comment, le quoi, donc différentes façons d'aborder la chose en termes de concertation, ce qui va alimenter et contribuer les éléments de décision. Une fois que les éléments sont présentés, que le projet est validé au mois d'octobre, se lance une enquête publique. L'enquête publique ne remet rien en cause, elle ajuste, on adapte. On adapte à la marge. Donc quand tout à l'heure on disait ça se joue en 2014, ça se joue jusqu'en octobre 2014. En octobre 2014, le STIF il remet son dossier pour validation et le président du STIF le valide en octobre. Et après, ça passe dans la deuxième phase qui est l'enquête publique. Cette enquête publique donnera lieu à un certain nombre d'éléments pour ajuster. La finalisation de l'avant-projet est une des étapes dans la démarche quelque part en 2015. Début des travaux fin 2016, début 2017, avec une livraison prévue à 2020, plus ou moins un an, parce qu'on est sur des travaux de grande ampleur, donc avec un certain nombre d'impacts. Donc la conclusion qu'on a aujourd'hui, c'est on peut agir sur le quoi, on peut agir sur le comment, en étant constructif avec un certain nombre d'acteurs, et qu'il faut arriver à passer le niveau d'après, qui est la communauté d'agglo, qui est le STIF, qui est SNCF, et encore une fois, les acteurs qui sont aujourd'hui impliqués peuvent nous accompagner dans ce truc-là, sur cette démarche-là, et on est en train de parler d'un horizon qui est à 6 ans, et on n'est pas en train de parler de 3 mois sur une campagne, et ce genre de choses. Alors, la position des hérissons. Il va y avoir cette fameuse Katenki mise en place à Cergy-le-Haut, la troisième voie en amont de la gare. Et ça, faisons ce projet. On peut même se demander pourquoi il n'a pas été fait avant. Hein. Il va vraiment améliorer. Et déjà, si on fait ça, attendons déjà de voir le bénéfice sur la ligne. Deuxième, il faut challenger les motivations réelles de ce projet. Parce qu'encore une fois, ce qu'on lit, le document du STIF, on en a fait une lecture, vous pouvez vous la faire vous-même, hein. Vous le prenez, il est sur notre site, hein, il est en libre service, vous pouvez le trouver sur Internet. On trouve que c'est pour éviter de faire monter 5 trains. Et c'est pour nettoyer l'extérieur des trains. C'est ça la justification qu'il y a dans ce document. Et derrière tout ça, c'est pour ça qu'on s'est dit c'est quand même bizarre qu'il y ait quelque chose. On a creusé et on a été, grâce à des contacts avec Véo Environnement, puis d'autres associations aussi. On a passé nos nuits, nos week-ends là-dessus. Et on est arrivé à l'idée qu'il y avait quelque chose derrière et que ce derrière, c'était HR ne pourra plus parquer des RER A et il faudra les mettre ailleurs. Et où est-ce qu'on met des parcs des RER, enfin des trains? C'est en bout de ligne. Et nous sommes en bout de ligne. Donc il faut challenger, parce que si c'est vraiment ça, le vrai enjeu, c'est un débat, c'est pas un petit projet qui doit démarrer comme ça, on doit nous le dire, on doit en discuter, ça a trop d'impact sur la commune. Après, il faut chercher à améliorer le projet. Donc, ou à l'annuler d'abord, si on n'y arrive pas, à le faire autrement. Bon ça coûte beaucoup plus cher, mais on peut essayer de le couvrir. S'il est découvert aussi, ça complexifierait le fait de l'étendre pour récupérer les trains qui sont plus HR, hein, parce que, vu le prix d'une couverture, ça limiterait. Et puis peut-être il y a un terrain plus adéquat. Nicolas l'a très bien expliqué, ce terrain il n'a jamais été prévu pour accueillir un parking de RER. Parking de RER, encore une fois, c'est quelque chose qui est en râteau. L'image du râteau, c'est exactement ça. Là, vous avez un truc qui est tout en long. Un suppositeur tout en long. Même c'est compliqué de trouver une solution à l'intérieur de cette bande toute pour arriver à avoir un garage qui soit efficace. Et la fonction garage efficace, c'est un mot important pour eux.
c'est difficile, c'est compliqué, parce que le terrain n'est pas adapté. Donc essayons de voir si on ne peut pas le mettre ailleurs, s'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres solutions qui peuvent être trouvées. Pourquoi adhérer à l'association des Hérissons de Courdimanche? Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est influer sur ce projet, et influer le plus fortement possible. Des actes individuels n'auront jamais autant d'impact, évidemment, qu'un regroupement au sein d'une association qui défendra les intérêts des riverains et plus globalement des habitants de Courdimanche. Donc on a vraiment besoin d'adhérents dans cette association. J'espère que vous avez pu voir pendant cette réunion qu'on était des gens sérieux, qu'on fait ça dans le seul but de défendre les intérêts de Courdimanche, des habitants, de notre cadre de vie, de la valeur de nos biens. Voilà, on vous l'a dit, on n'est pas politique, hein, on est apolitique, on défend véritablement le bien-être des habitants de Courdimanche. Alors après, vous allez me dire, pour cotiser, voilà, on demande 30 €. Ben, 30 €, c'est pas rien, c'est vrai. Pourquoi on demande 30 €? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'un adhérent qui a payé 30 € à une association comme la nôtre, ben, c'est un vrai adhérent. Voilà, on aurait pu faire des adhésions pacotilles à 1 € qui n'auraient pas voulu dire grand-chose. Aujourd'hui, les adhérents qui ont adhéré et qui adhèrent à cette association auront dépensé 30 €. Et donc ça montre qu'ils sont réellement intéressés. Bon, et puis 30 € par rapport aux préjudices qui ont été évoqués par rapport à nos biens, c'est pas grand-chose. Alors évidemment, 30 € aussi, c'est parce que l'association aura quelques frais. Hein. Je peux vous en citer quelques exemples. Pour organiser cette réunion ce soir et que le golf accepte de nous prêter cette salle, ben, il nous faut une assurance. Voilà, il faut qu'on ait une assurance, donc cette assurance, elle n'est pas gratuite. Donc voilà un exemple de dépenses qu'on a eues. On a créé des banderoles, hein. Vous les avez là sous l'écran, vous en avez une autre derrière. Ben, ces banderoles, elles ne sont pas gratuites non plus. Et elles vont servir parce qu'il va falloir qu'on soit visible, qu'on fasse des actions, donc on va vraiment en avoir besoin. Voilà, on a bien sûr des copies à faire, les tracts que vous avez eus, tout ça, ça coûte un peu d'argent. Puis on a parlé tout à l'heure aussi d'adhésion à d'autres associations qui peuvent nous aider dans notre combat. On a évoqué VO Environnement, il y a aussi une cotisation à payer, etc. etc. Donc ces 30 €, soyez-en rassurés, ils seront utilisés. Et puis d'ailleurs, comme on est une association, il y aura des assemblées générales d'organiser dans lesquelles vous seront présentés, bien sûr, les comptes. Un petit truc, sur la soixantaine d'adhérents qu'on a avant cette réunion, 80% à peu près, il y a une personne dans le foyer qui a cotisé, 20% le couple, les 2 personnes ont cotisé. N'hésitez pas à le faire, ça donne encore plus de poids à l'association. Voilà. L'autre point aussi, évidemment, en adhérant, vous apportez votre voix, votre avis à l'action des Hérissons. Hein. Vous avez vu le bureau, on est 9, on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse, d'avoir toutes les bonnes idées. Donc en adhérant, vous participez à la vie de l'association, vous amenez votre avis, vous amenez vos compétences aussi. S'il y a des gens qui s'y connaissent au niveau conseil, des avocats, il y a peut-être des gens qui s'y connaissent dans les travaux, qui peuvent nous aider à faire des propositions concrètes. Donc une adhésion, c'est une participation concrète à la vie de l'association. Et puis quand il faut aller tracter, jusqu'à présent on est à peu près 9 à le faire, on est également intéressé par les bonnes volontés. Bon, vous l'avez compris, hein, j'espère que je vous ai convaincu. On a besoin du plus grand nombre. Voilà, nous avons fini ce que nous avions prévu de vous présenter dans le cadre de cette information. Et bien maintenant, nous sommes disponibles à répondre à vos questions. 2-3 petites règles avant. Pas de politique. On parle du fond du dossier. Tout le monde est libre pour poser sa question et nous tâcherons d'y répondre avec les éléments que nous avons en notre main, mais s'il vous plaît, restons dans le domaine de l'information et du factuel.